J'ai 53 ans, j'ai commencé la bande dessinée en 1987 dans le journal de Tintin. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans au journal et je me suis fait virer. Au moment où ils ont fermé, de toute façon, tout le monde s'est fait virer. C'est ce qui arrive dans les maisons d'édition quand elles ferment un journal. Après, j'ai bossé dans la pub avant de renouer avec un éditeur qui était Zenda, un éditeur qui traduisait des bandes dessinées américaines d'Alan Moore ou de David Lloyd, V pour Vendetta, et d'autres classiques de la BD américaine d'aujourd'hui, mais qui à l'époque était quand même la nouvelle génération de la BD américaine. J'ai bossé avec eux pendant 3 ans, au début des années 90. Ensuite, j'ai repris une série chez Glénat qui s'appelait Balade au bout du monde. Après Balade au bout du monde, j'ai fait du steampunk chez Delcourt pendant 2-3 ans sur une série qui s'appelait Edward John Trelawney, à une époque où le steampunk n'existait pas encore. Et puis ensuite, j'ai fait Crâne le barbare. Après une collaboration dans l'univers du jeu vidéo, j'ai inventé des personnages en lien avec ce genre d'univers. Et Crâne, ça a duré 10 ans. En parallèle, j'ai fait Lune d'argent sur Providence, qui est un western fantastique en couleur directe sur 2 albums. Et puis ensuite des collaborations avec Harley Stone sur l'univers de Troie, les légendes de Troie, avec Xavier Dorisson chez Delcourt sur Ulysse 1781 pour 2 albums. Et puis là, récemment, des expériences dans l'univers du dessin animé chez Ankama, comme scénariste sur la saison 2 de Wakfu. Et en parallèle, The Conqueror, bande dessinée uchronique sur si King Kong avait survécu à l'attaque des Américains lors de la venue de celui-ci dans la presqu'île de Manhattan. J'ai une schizophrénie graphique, on va dire. Quand je fais Crâne, j'ai un besoin de faire focus sur le côté délirant des personnages, et donc je ne m'interdis aucune limite graphique. Comme c'est de l'humour, je tape des pages à toute vitesse. C'est plus compliqué sur de la BD comme Lune d'argent où on a de la couleur directe, ou The Conqueror où on a un noir et blanc très poussé. Je ne peux pas te permettre ça. Le rapport que j'entretiens avec le dessin à ce moment-là est plus dans la mise en scène, dans le cadrage, plus ambitieux finalement. Donc je ne peux pas me permettre les mêmes écarts. Mais l'un nourrit l'autre. Crâne, quand je le fais, me permet de faire tomber des barrières graphiques et des archétypes ou des automatismes qui améliorent, je pense, mon travail classique. Et quand je travaille de la bande dessinée plus classique, je nourris aussi les ambitions graphiques que j'attends dans le classicisme, dans les BD comme Crâne, où je peux faire une plus-value. Ouais, c'est ça. Par exemple, ouais, c'est ça, en termes de temps de travail. Ouais. Mais en termes de plaisir, c'est vraiment deux façons de prendre un plaisir dans le dessin différent. Et c'est la même intensité. C'est comme 2 sports différents, tu vois. On ne pourrait pas comparer la natation et le cyclisme. Et on peut prendre plaisir dans les deux. Alors moi, j'ai toujours des idées d'histoire. C'est le temps qui me manque de les réaliser. J'en ai une, le pitch, comment le simplifier. Le Nœud d'Or. Le Nœud d'Or, c'est le royaume qui est tout autour de Torgnol. On a vraiment marre de l'univers de Torgnol, qui est une espèce de dent creuse remplie de barbares débiles. Et donc ils décident de faire un audit de Torgnol en envoyant un de leurs chevaliers vérifier l'état des lieux avant de le racheter. Ils se disent on va peut-être faire une OPA, on va racheter cet endroit pourri, on va le terraformer, on va en faire des hôtels des châteaux de luxe, on va en faire un truc sympa. Mais avant d'en faire un truc sympa, il faut quand même aller voir sur place comment ça se passe. Et donc le gars qui est missionné pour y aller va avoir comme guide Crâne et Culu. C'est pas la meilleure idée du monde. Ouais, ça peut être très con. Non, en fait, j'ai même pas mis de... J'aime bien les univers un peu uchroniques comme le Haut Château ou ce genre de roman. Fatherland aussi, qui est un superbe roman sur les années 60 en Allemagne, si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre. Donc c'est vraiment un roman assez intriguant et qui fait peur. Mais c'est pas ça qui m'a donné l'envie, non. J'avais envie de parler d'une période graphique qui était, en termes de bande dessinée, celle de l'âge d'or américaine, donc de Milton Caniff à Frazetta, ou plus récemment des Dave Stevens ou autre. Donc graphiquement, j'avais envie d'aller vers quelque chose de construit dans cette veine-là, un peu vintage. Et c'est imposé à moi le sujet. C'est-à-dire que le sujet en une nuit, je l'ai rêvé. En gros, pour faire simple, je me couche avec cette idée de faire une bande dessinée qui fait référence à cette forme de trait. Et dans la nuit, je suis au cinéma et je vois toute l'histoire. En fait. La grande trame principale de l'histoire m'apparaît comme dans un film, où je peux voir un arrêt sur image, me balader dans les décors. Le titre est là, les personnages, c'est assez étonnant. Par contre, il faut le faire après, il faut le dessiner. Moi, j'aime bien la période Ray Harryhausen, les années 30, avec un King Kong gigantesque.
un peu sauvage, un peu maladroit parfois au niveau de l'anime, mais j'aime bien cette ambiance-là. Et j'aime beaucoup le King Kong fait par le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson. Il est vraiment bien fait celui-là. Celui de Jesse Callan, je l'ai vu justement quand j'étais gamin dans les années 70 avec mon père. Et je me rappelle surtout avoir, pour la première fois de ma vie, réalisé que les filles pouvaient être très jolies à regarder. Voilà. Ça, c'est un souvenir particulier. Il y a eu un avant-après avec ce film, mais c'était pas à cause de King Kong. Non, vivant non. Il est mort depuis longtemps. J'ai eu un teckel, deux même. La première s'appelait Lady et le deuxième s'appelait Jimmy. Et le dernier est mort quand j'avais 23 ans, 24 ans. Et j'ai toujours une affection pour ces bestioles. Ouais, les teckels, c'est alors de Spitfire bien sûr, c'est un hommage. Le nom du teckel est un hommage à un avion mythique. Mais à un moment, j'avais envie de dessiner une mascotte parce que tous les pilotes dans les bases de l'US Army pendant la Seconde Guerre mondiale avaient des mascottes, souvent des chiens, et s'était imposé le teckel. La raison, c'est que j'ai regardé mon teckel pendant tellement longtemps, pendant 17 ans, j'ai eu un teckel devant mes yeux. Donc je le connais par cœur, le teckel. Je sais exactement dessiner un teckel qui fait la gueule, qui est content, qui court, qui dort. Je peux dessiner un teckel sur toutes les coutures. J'ai pas eu de ptéranodon à la maison, mais par contre mon teckel me servait de triceratops-teckel. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais une passion pour Rahan, et dès que je recevais un Rahan à la maison, je prenais le gadget et je le transformais dans mon jardin en véritable gadget de la préhistoire. Et tout ce qui était animaux dangereux, c'était forcément mon teckel. Donc le teckel était toutes les bestioles qu'on pouvait trouver dans l'univers de Rahan, c'était le teckel. Et il était ptéranodon teckel, triceratops teckel, T-Rex teckel. Alors on est dans un contexte où on a posé une base qui est un fait incontournable. Kong a survécu et l'armée américaine gère le problème. On a un secret d'État qui n'en est plus un pour le lecteur, c'est qu'apparemment il y a des bestioles dangereuses qui se baladent dans la zone et l'armée tente bien de contenir cette information par tous les moyens. On va découvrir que pour contenir les animaux volants ou flottants, ils ont utilisé des barrières à ultrasons, mais qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un y mette son nez là-dedans parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'expansion de ce problème. Donc là on va être dans les découvertes, on va découvrir d'où vient l'élément exogène. On sait que la présence de Kong a modifié quelque chose, le mode opératoire pour que ça se développe, pourquoi la végétation a pris le pas aussi. Ça c'est le rôle de Jonas dans l'histoire, de nous expliquer ce qu'il a découvert, mais il va lui arriver aussi des tuiles à ce garçon. On va découvrir de nouveaux personnages, dont un Australien qui est missionné par les services secrets pour rentrer sur la zone parce que lui, sa mission, c'est d'empêcher quiconque de sortir. Et ce jeune pilote, Virgile, il n'est pas censé sortir de la zone. Donc ils envoient un nettoyeur pour régler le problème. En d'autres projets, j'ai une idée de western. J'en avais parlé à Hervé Richer il y a quelques mois de chez Bambou, de ce projet de faire un gros livre en 90 pages sur un univers western, mais un vrai western, pas comme Lune d'Argent où j'étais parti sur du conte fantastique. Là vraiment on serait dans les classiques western. C'est le temps qui me manque. Kong, je suis pas sûr d'avoir terminé les 3 albums d'ici les 3 prochaines années, parce que c'est quand même un gros volume. En plus les prochains sont plus gros. Le tome 2 fait 64 pages, le tome 3 fera peut-être 72. Donc on est sur des plus gros volumes pour nourrir justement l'histoire, pour couper cette frustration qui est qu'on n'a plus la découverte, on n'a pas la finalité. Donc je monte le volume du tome 2 et aussi le tome 3. Donc là c'est une question de timing, maintenant je ne peux pas dire. Dave Stevens, Will Eisner, Steve Rude, Hugo Pratt, parce que Hugo Pratt, il n'y a pas que le dessin, il y a sa vie qui est aussi étonnante. Après, les classiques Canif, Wallace Wood des années 40-50, Frazetta aussi. Frazetta dans la période comics, quand il fait Johnny Comet par exemple, c'est vraiment étonnant, c'est très très beau. On connaît le peintre, illustrateur, mais les comics sont super beaux. Donc tous ces auteurs, ouais, entre les plus récents comme Mark Schultz ou Dave Stevens qui sont plus récents, et puis les plus anciens, l'école de l'âge d'or américaine. Alors, étonnamment, c'est pas un mec que j'ai cité, c'est Franquin. Parce que Franquin, il y a au-delà du dessin, quand on relit Gaston Lagaffe, il y a une pertinence dans l'humour qui est incroyable. Pourtant Gaston, ça date d'une époque où il n'y avait pas l'ordinateur, pas les téléphones portables, pas le Minitel, et ces gags tiennent toujours la route. C'est toujours aussi bon. C'est vraiment fort, c'est vraiment incroyable. Et ça, j'aimerais juste comprendre le chemin de pensée qui l'amène à trouver des gags aussi bons, au-delà du dessin.